Oui, donc le père de mon beau-frère, qui voyage énormément, il est allé au Japon dernièrement. Et il a constaté qu'il commençait à y avoir des publicités dans la rue, dans les transports, qui faisaient l'apologie, pas du métissage, mais de l'amitié sino-africaine. Tu avais une main, tu vois, une main jaune qui serrait une main noire, comme ça. Mmh. Et Les sino-africaines, sino c'est plus, ça correspond plus à ça, chinois. Alors, Chinois. japonais, je sais pas comment on dit. En nippon. Nippon, voilà, nippon africain. Et donc, lui, il analysait ça de la façon suivante. Étant donné que la démographie japonaise s'écroule, et ben, on commence à préparer les mentalités à accueillir des Africains, comme c'est le cas en France, en Italie, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne, partout dans tous les pays occidentaux. On a toutes ces populations halogènes et il commence à préparer le terrain donc au Japon, visiblement d'après son analyse. D'accord. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu normal puisque les autres pays ne sont pas forcément d'accord qu'il y ait des grands départs de leur propre démographie à eux, vers le Japon ou vers un autre pays. Parce que déjà eux-mêmes ont une natalité qui n'est pas forcément très favorable au beau renouvellement de leur propre démographie à eux. Ouais. Puis après il y a aussi les tensions qu'il y a par exemple en Chine, ils sont 1 milliard. Mais par contre, il y a tellement de tensions entre les Chinois et les Japonais que je pense pas qu'il y ait beaucoup de Chinois qui aient envie d'aller travailler au Japon, et vice-versa. Bon, après, en même temps, je ne te donnerai pas tort, puisqu'il me semble qu'en 2015, il y a eu une Miss Japon, qui a été élue Miss Japon, hein, qui était métisse, afro-américaine, donc noire, et japonaise. En fait, c'est son père qui est afro-américain, donc il a des origines africaines, et bien qu'il soit né aux États-Unis, et sa mère, elle est japonaise. Voilà, donc on a une Miss métisse noire japonaise en 2015. Ce qui confirme l'analyse du père de mon beau-frère. D'accord. Donc tous les nationalistes ou tous les gens qui osent nous raconter que le Japon est préservé pour des siècles, hein, c'est à long terme, je pense que non. À court terme, peut-être, oui. À court terme, ils ont su quand même préserver leur culture, leur tradition. Et encore, quand on va au centre-ville de Tokyo, enfin, moi j'y suis jamais allé. J'ai vu des documentaires, mais ça donne pas très envie quand on voit la jeunesse japonaise. La jeunesse, voilà. C'est plus dans les RPI qu'ils ont su préserver. Après, ils sont dégénérés comme nous. Il n'y a qu'à voir, ils ont les plus grands sex shops du monde. Ils sont les plus grands amateurs de sex shops, de pornographie, de tous ces trucs, de tout ça. C'est parmi les plus grands consommateurs au monde, hein, les Japonais. D'accord, ok. Il y a une misère sexuelle qui est terrible au Japon. Il y a un documentaire sur ça qui est assez affligeant, assez navrant, que j'ai regardé, que je me suis envoyé entier. J'ai eu le courage de m'envoyer tout ça. C'est très triste, hein. C'est pire qu'ici. Hein. Pour ceux qui... Moi j'avais un ami, il voulait partir au Japon parce qu'il se plaignait de la misère sexuelle en France. Et il disait je vais aller au Japon, mais le gars il sait pas dans quoi il s'enrôle. Hein. Il n'est pas y allé finalement. Et d'un côté tant mieux pour lui. Ouais, mais apparemment il y a un nouveau phénomène au Japon, c'est que beaucoup de youtubeurs extradés au Japon racontent, c'est qu'en fait il y a le même phénomène qu'on a connu en France et dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest qui fait qu'on voit beaucoup de femmes en Europe de l'Ouest qui sont très attirées par les gens d'origine étrangère, voire d'origine extra-européenne. Et ben il existe des youtubeurs qui décrivent exactement ce même phénomène au Japon. C'est-à-dire qu'on a plein de japonaises qui sont irrésistiblement, même irrationnellement attirées par les Blancs, les Taïwanais, les Vietnamiens et les Chinois qui sont extradés au Japon et qui essayent de travailler au Japon. On les appelle en fait les chasseuses d'étrangers. Oui. Alors ça, en fait, moi j'ai remarqué quand je suis parti voyager en Europe de l'Est, il y a quelques années, j'avais la même impression. En fait, j'avais l'impression de beaucoup plaire aux filles, notamment polonaises. J'avais l'impression d'avoir... Voilà. Enfin, en tout cas, ça m'a donné envie d'y retourner. Enfin,
Et j'en avais discuté avec un ami, il m'avait dit que dans tous les pays c'est comme ça. Dans tous les pays, quand tu es étranger dans un pays, tu as toujours beaucoup plus de succès que dans ton pays natal. D'accord. Il m'a dit que c'était normal, les femmes aiment bien l'exotisme, on va dire. Elles aiment bien l'exotisme. Et puis bon, avec la libération sexuelle, ça n'a rien arrangé. Faut dire ce qui est. Et d'après toi, quel est le remède pour redynamiser la natalité au Japon? C'est tellement... Je connais pas assez le Japon pour le dire. Parce qu'il me semble bien il me semble bien que si je me trompe pas, qu'il y a à peu près plus de 40% de célibataires au Japon. Ouais. Il suffirait peut-être de faire en sorte qu'ils se remettent en couple. Est-ce qu'ils veulent se mettre en couple aussi? Quand tu es biberonné à la pornographie depuis ton plus jeune âge, parce qu'il y en a, c'est clairement ça. Hein. Dans le documentaire que j'ai vu, c'est triste à dire, mais il y en a certains, ils prennent plus de plaisir avec leur vaginette qu'avec une femme normale, et vice versa. La femme, elle préfère son... C'est très triste, mais c'est comme ça. Cette industrie du sextoy, de la pornographie, ça détruit vraiment la sexualité déjà. Il faut que les gens le sachent, hein, la pornographie détruit la sexualité, détruit le rapport qu'on a à l'autre. C'est un véritable poison, un poison social, un poison dans les relations des hommes et des femmes. Et après, comment redynamiser les naissances japonaises en revenant à un mode de vie traditionnel? Après, c'est facile à dire quand on voit le développement matériel japonais. Il ne jure que par ça. Et puis bon, comme je le disais, je ne connais pas suffisamment la situation des Japonais pour dire... En France, je pourrais te dire comment redynamiser un peu les naissances. C'est la rechristianisation, c'est pas compliqué. Revenir à la foi et abandonner toutes les idées révolutionnaires contre nature, tout ça, quoi. D'accord. Et ouais. Mais le Japon, il me semble bien qu'ils n'ont pas le christianisme. Je crois qu'ils ont le shintoïsme et le bouddhisme. Oui, exactement. Ouais, Mais après, le problème, c'est que les Japonais, ils ont vraiment abandonné leur religion ancestrale. C'est ça le problème. J'en ai l'impression, ouais, Après, ouais, je connais très mal le Japon, hein. Je peux pas te dire. Enfin, je connais le peu que j'en sais, c'est ce que j'ai vu dans les documentaires et ce qu'on m'a raconté, c'est tout. Et puis bon, c'est tellement loin le Japon, je me suis jamais trop intéressé à ces pays. Moi, je me suis plus intéressé à la Russie ou à des pays d'Europe de l'Est, étant européen. Voilà, jamais je me suis dit je vais m'exiler au Japon, jamais. C'est pas ma culture, c'est pas mon... Voilà, j'aurais l'impression d'être un extraterrestre là-bas. Ouais. Ah, sinon, il me semble que si parce que je m'intéresse un peu à l'actualité des démographes et puis des projets. Certes, il y a des subventions pour aider à la natalité, ce qu'on appelle une politique de natalité qui développe un petit peu plus en Hongrie ou en Russie, Ouais. pour justement éviter que leur démographie à elle s'effondre. Ils préfèrent miser là-dessus plus que nous on a fait. Certes, on a fait des politiques de natalité, mais c'était pas non plus... elles nous coûtent déjà assez cher et elles n'ont pas été efficaces. Mais en fait, du coup, la Hongrie apprend de nos erreurs. Elle n'abandonne pas des projets natalistes. La Hongrie offre une maison au bout du 3e enfant, gratuitement. Si je me trompe pas, je peux rectifier-moi si jamais je me trompe. Et la Russie aussi essaye de développer une politique de natalité, Ouais, exact. comme la France l'a fait, comme le Danemark l'a fait. Mais bon, après on a vu ce que ça fait. Mais malgré tout, ils essayent aussi de renouer avec les traditions, Oui. c'est-à-dire redynamiser la religion. D'ailleurs, Orban, il avait dit lui-même et que le seul espoir de l'Europe, c'est le christianisme. Et d'ailleurs, bien avant lui, en fait, Poutine avait dit exactement la même chose. Oui, exact. Oui. Et dans ce cas-là, on pourrait revenir à maximiser les couples et à faire durer les couples dans le temps. Parce que grâce à la religion, on arrive à faire des unions hommes-femmes qui tendent vers le maximum. Oui. Et forcément, si on ne divorce pas, si on ne se sépare pas, l'idée de faire 3 enfants, ça nous paraît tout à fait envisageable. D'ailleurs, soulignons au passage que le régime de Vladimir Poutine
a bloqué pas mal de sites pornographiques, ce qui n'est pas quelque chose d'anodin, il faut le savoir. Ça rentre aussi dans ce projet de revitalisation de la natalité des Russes. Parce que, évidemment, hein, on sait sur quoi ça débouche tout ça. T'es allé dans quel pays de l'Est à part la Pologne? Alors moi j'ai pris un aller simple pour Budapest. C'était en 2000. C'était il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. C'était ces 3 dernières années. Je crois il y a 3 ans. Je suis allé à Budapest. J'ai visité cette ville qui est une ville magnifique, vraiment très belle. Si y a un endroit où vous voulez visiter l'été prochain, je vous recommande d'aller là-bas. Budapest. Et ensuite je suis remonté en Pologne, à Cracovie, une très très belle ville également. Je suis allé visiter le camp de concentration d'Auschwitz, voilà, parce que bon, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et puis ensuite, je suis allé à Vienne, en Autriche. J'ai été très déçu. Enfin, j'ai été déçu, je vais dire plutôt. Je m'attendais à une ville magnifique. Et comparé à l'Europe de l'Est, la Hongrie et la Pologne, j'ai trouvé cette ville très très sale et très dégénérée et gauchiste. Ah d'accord. Voilà. Il y a aussi malgré que Vienne c'est très métissé aussi. Ah oui, très métissé. Et... Pourtant on nous a dit que c'est passé à l'extrême droite, non? En fait, quand on se promène dans Vienne, on n'a pas l'impression que c'est tenu par l'extrême droite. En tout cas, il y a des quartiers qui n'ont absolument rien à... C'est aux antipodes de Budapest. Budapest, c'est impeccable, vous avez les murs impeccables, tout ça. À Vienne, et j'ai des photos, j'ai des dossiers, toujours sur mon ordi, vous avez des tags de partout, vous avez des bouteilles par terre, vous avez des clébards puants, enfin des tags gauchistes. Je me rappelle même sur les bords du Danube, je crois que c'est le fleuve qui traverse Vienne. J'avais vu mierda masculine, un truc comme ça. Les masculins c'est de la merde, enfin des trucs. Ah d'accord, c'est féministe en plus. Oui, voilà. Oh, bah oui, mais il y a des véganes? Certainement, mais dès que vous avez la pègre gauchiste, vous avez toutes les métastases qui vont avec. Oui, d'accord. Ah ouais. C'est normal. Bon, inutile de soupçonner qu'en fait ils n'ont pas de religion. Hein. Ils sont chrétiens de culture, hein. Ils sont je dirais ils sont de culture chrétienne. Ils vont plus vraiment à la messe pour beaucoup. J'en ai pas l'impression. À l'époque, je pratiquais pas, hein. J'allais pas à la messe, donc j'ai pas pu le vérifier. Mais bon, j'ai pas l'impression. En fait, on nous met en argumentation que en fait, on nous oppose le fait que la Pologne, malgré que très catholique, possède une natalité inférieure à la France. De 1,4 alors que la France actuellement elle est alors que la France a une natalité aujourd'hui en 2020 de à peu près 1,90, ce qui est assez faible, mais la Pologne a une natalité plus faible. Oui, ils ont un très grand... Alors en Europe de l'Est, ils ont des problèmes de natalité, c'est assez inquiétant pour eux. Alors je crois qu'ils essaient tant bien que mal de la rehausser, de la faire remonter, mais c'est pas évident. Et puis ils ont des problèmes d'immigration, mais dans l'autre sens, eux, le problème c'est les autochtones qui s'en vont, notamment en Pologne, ils partent dans nos pays pour gagner plus. Surtout en Angleterre, j'ai vu. Ouais, ce qui n'arrange pas les choses. Faut voir comment ça évolue. Faut voir l'évolution aussi de l'Union européenne. Si l'Union finit par imploser, si ces pays retrouvent, si tous les pays retrouvent leur souveraineté, comment ça va évoluer. D'accord. Parce que ouais. Si ça y est, ils retournent au bercail pour développer leur pays, au lieu de travailler, au lieu de construire nos bâtiments, les peindre et tout ça, et au final enrichir nos pays. Enfin, ils s'enrichissent d'un côté, mais bon, d'un côté ils sont déracinés aussi. Enfin, c'est pas très bon. C'est pas très bon à long terme, quoi. En réalité, j'ai une explication pourquoi on a une natalité supérieure à la Pologne en France, alors qu'on est un pays largement plus déchristianisé que la Pologne. C'est parce que de un en fait, j'ai de fortes je pense sincèrement que ce pourquoi on a une natalité de 1,90, c'est parce qu'on a longtemps accueilli des populations extra-européennes qui n'ont pas encore perdu, qui sont encore dans leur transition démographique, ou peut-être qu'ils ne la feront jamais.
parce qu'ils ont gardé des schémas traditionnels, parce qu'ils sont restés musulmans chrétiens. Après, pour les Polonais, et là j'entre dans la deuxième raison, c'est que on nous dit que c'est un pays super catholique, mais la Pologne a également est aussi en phase de déchristianisation, mais avec du retard par rapport à la France. Aujourd'hui, si vous regardez les vrais chiffres, il n'y a plus vraiment autant de chrétiens qu'on pourrait le penser. C'est qu'il y aurait à peu près environ 25% de catholiques fervents pratiquants. Ce qui est relativement peu comparé à l'image que certains osent nous dire de la Pologne. Voilà. Et si ça continue à se déchristianiser, peut-être que leur démographie va certainement s'effondrer beaucoup plus rapidement et qu'il va falloir agir en urgence comme le fait Orban en Hongrie. Oui. Ou soit faire la technique à la française, ça veut dire, c'est une autre solution, c'est de ramener des migrants pour combler en fait la pénurie de main-d'œuvre dans les différents secteurs d'activité de ce pays-là. Ouais. Alors pour répondre à la première explication, il s'agissait des populations extra-européennes dans nos pays, en France. Ben c'est tout à fait ça, je suis à 100% d'accord. Il suffit d'aller dans les transports en commun et regarder dans les poussettes la couleur des enfants qu'il y a. En général, une fois sur deux, c'est soit des Noirs, soit des Arabes, c'est pas compliqué. Et donc oui, ces populations rehaussent le taux de natalité en France, ça c'est indéniable. Et puis pour la deuxième objection, concernant la déchristianisation de la Pologne, c'est le cas aussi. Ça m'a été confirmé, par quelqu'un qui est allé en Pologne et qui a œuvré là-bas. Effectivement, les jeunes se déchristianisent. Les jeunes sont déchristianisés. Alors les personnes de 40 ans, de plus de 40 ans, 50 ans, sont restées chrétiennes. Alors il faut replacer les choses dans leur contexte. Nous on a eu 68, la révolution sexuelle, la gauchiste, tous les gauchistes, les communistes, tout ça. Eux ils n'ont pas eu ça. Eux à l'époque ils avaient le communisme, c'était le rideau de fer. Et puis être chrétien chez eux c'était ça qui était vraiment révolutionnaire. Chez nous, être révolutionnaire, c'était être libertaire, Charlie Hebdo, etc., etc. Bon, eux, ils ont connu l'inverse. Mais après, c'est vrai que les jeunes générations, malheureusement, en Pologne et sans doute dans les autres pays, se déchristianisent. C'est indéniable. Moi, j'ai le souvenir en Pologne, désagréable souvenir. Je marchais dans une rue principale de Cracovie et j'ai un individu déguisé, pour ainsi dire, comme un clown, qui est venu m'accoster avec un prospectus. Et en fait, c'était pour une boîte qui était sur le côté. C'était une boîte de striptease en fait. C'était tout simplement une boîte de striptease, 14 € l'entrée. Et ils m'encourageaient à rentrer dans ce lieu de débauche. Voilà, en pleine rue. C'était un après-midi, hein, c'était même pas le soir. Hein. D'accord. Après-midi, à Cracovie, non loin de la grande église dont j'ai oublié le nom, de la grande cathédrale de Cracovie. Voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu. En revanche, les églises sont très belles là-bas, elles sont bien entretenues, on voit qu'il n'y a pas eu la séparation de l'église et de l'État, c'est pas en ruine. Et il y a des messes toute la journée, et il y a des gens qui pratiquent. Mais les gens qui pratiquent, c'est les parents, les grands-parents. Et les jeunes, malheureusement, il y a cette déchristianisation, il y a cette modernisation. Il y a aussi la crise de l'église qui est passée par là. Hein. Ça joue aussi beaucoup. Hein. Ouais, Bergoglio, peut-être. Le pape François et toutes les hérésies qu'il professe, hein, que Dieu le guide, que Dieu lui ouvre les yeux et qu'il cesse toutes ces hérésies. Voilà. On peut prier pour lui, pour sa conversion. Et sinon pour vous, pour toi plutôt, parce que je vais plutôt tutoyer, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser l'Europe, pour essayer de sauver l'Europe comme on l'a connue il y a plus de 50 ans? Alors, à échelle humaine, je dirais pas grand chose parce qu'on est vraiment on est minoritaire dans notre propre pays, j'ai envie de dire, hein. Entre les individus d'origine étrangère, population halogène, les musulmans, etc., et puis tous les chrétiens athées et matérialistes, tous les Français, les franco-français matérialistes et athées, parce que c'est la grande majorité des gens aujourd'hui sont soit athées, soit matérialistes, soit chrétiens de folklore, c'est-à-dire chrétiens du 24 décembre au soir. Voilà. Nous, en tant que chrétiens pratiquants, ce qu'on peut faire, c'est prier et nous-mêmes être de bons chrétiens, être des exemples, nous marier, faire des enfants et puis les éduquer dans des écoles correctes, c'est-à-dire des écoles privées
hors contrat. C'est un investissement, c'est cher, mais c'est la meilleure éducation que vous puissiez donner à un enfant en France à l'heure actuelle des choses. Ouais. Bon, bah après, est-ce que les parents aujourd'hui qui ont été bercés par le libéralisme et qui sont très souvent athées, est-ce qu'ils voudront investir beaucoup d'argent, quitte à sacrifier des vacances, beaucoup d'argent dans l'éducation de leurs gosses dans des écoles privées? Je pense pas, parce qu'on est aujourd'hui une civilisation du confort. On cherche toujours un canapé plus confortable, on cherche toujours un écran plat plus dernier cri, toujours les téléphones les plus... Voilà. En fait, les gens investissent beaucoup dans le confort aujourd'hui. Et Dans la jouissance aussi. dans la jouissance, voilà, dans les vacances, les vacances à Saint-Tropez, à tout ça. Et voilà, enfin, et du coup, ils mangent de la merde. Ils envoient leurs enfants dans des écoles républicaines où c'est le bordel intégral, où on leur enseigne La théorie du genre. la théorie du genre, Ah oui. le LGBTisme, tout ça, toutes ces aberrations, tous ces trucs. Le gauchisme aussi. Le gauchisme, le terrorisme intellectuel, hein, comme disait Jean Sévilla. La repentance. Non, ça faut pas le dire. Non, je parlais des colonisations. Ah oui. Toujours oui, les Français, le mal qu'on a fait dans les pays, nani Ouais. nana. Bon, c'est. Je confirme. Voilà, on sait ce qu'il en est. Moi personnellement, j'ai été dans une école privée sous contrat. Et ben j'y ai eu droit quand même. Il y en a eu moins. Enfin, on va dire école privée sous contrat. Faut aller dans hors contrat pour être sûr. Oui, bah oui, c'est ça. Mais c'est plus cher. Disons que c'est mieux que l'école Républicaine. banale. On va dire il y a moins de toxicomanie, il y a moins de drogue, il y a moins de raquettes, il y a moins de racailles. Hein. Mais bon, le poison est quand même là. Hein. Ah oui. Le poison, le ver est dans le fruit. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Donc pour toi, il faut rechristianiser la France pour sauver la France. Ouais, se rechristianiser soi déjà, soi-même être de bons exemples. Moi personnellement j'ai milité un peu, hein, je dirais pas où, mais j'ai très vite vu que au final, c'est dans l'état actuel des choses, le militantisme, je pense pas que ça mène bien loin. Je pense pas que ça... Alors après, l'avantage du militantisme, dans certains groupes, bon, j'ai pas envie de citer de nom, mais ça peut amener des gens à la foi chrétienne. Et ça, c'est un des seuls points vraiment positifs que je puis leur trouver. Voilà. Après, on a vu aussi beaucoup de chrétiens qui sont devenus nationalistes grâce à la foi chrétienne, alors qu'avant ils étaient athées. Beaucoup de nationalistes qui sont devenus chrétiens. Hein. Mais là aussi l'inverse. Hein. L'inverse, beaucoup moins. En général, Okay. Ce sont des gens qui s'intéressent aux politiques et qui deviennent ensuite, enfin qui se convertissent à la foi. D'accord. Ça va en général plus dans ce sens-là. Après, des gens qui étaient religieux, moi j'en ai connu un notamment qui avait fait qui avait fait des études pour devenir prêtre, qui s'était investi un petit peu dans un groupuscule politique. Il a très vite lâché l'affaire, quoi. En général, ça marche plus dans l'autre sens. Hein. Ouais. Mais on peut pas nier quand même que ceux qui se convertissent au christianisme, quelque part ils se droitisent. Après on sait pas jusqu'où, mais tout cas ils se droitisent. Oui, de toute façon, les valeurs de droite sont plutôt des valeurs conservatrices. Hein. Quand vous allez dans les partis de droite, même les droites républicaines, comme les républicains, tout ça, vous avez quand même vous allez trouver des gens qui sont proches de la manif pour tous, contre la PMA GPA, enfin, qui sont plus proches des valeurs chrétiennes que des gens de gauche qui eux sont pour toutes ces aberrations. Hein, voilà. Ok. Il y a un certain conservatisme quand même à droite encore. Bah,